accrochez-vous bien, on démarre fort avec un chiffre assez fou, la Nintendo Switch 2. 3,5 millions de consoles vendues en 4 jours seulement. Alors aujourd'hui, on va faire un deep dive dans les documents qu'on a reçus. On a des présentations, des analyses, des notes internes, bref, tout sur le lancement de cette Switch 2. L'idée, c'est de décortiquer tout ça pour comprendre ce succès, ce qui rend la console spéciale et puis ce que ça implique pour Nintendo. Bon, on y va. Commençons par ça. 3,5 millions en 4 jours. Les documents le confirment, hein, c'est le meilleur démarrage de toute l'histoire de Nintendo. Ça dépasse tous les records précédents dès la première semaine, quoi. Et apparemment, les précommandes, c'était déjà la folie dès l'annonce. Les analyses montrent des chiffres vraiment sans précédent. Oui, et ce qui est fascinant ici, au-delà du chiffre brut lui-même, c'est la dynamique. Les rapports de vente, ils parlent pas juste d'un pic au début. Non, non. Ils montrent une demande qui reste super forte, qui a même dépassé leurs propres prévisions, les plus optimistes, pour les 15 premiers jours. Ça montre bien que Nintendo, ils sont toujours leaders avec leurs grandes licences. D'ailleurs, il y a une citation d'un dirigeant dans un mémo qui dit « La Nintendo Switch 2, elle représente notre engagement continu pour innover dans le jeu vidéo. » Ah oui, je l'ai vue celle-là. Et cette demande, elle est décrite comme écrasante partout. Amérique du Nord, Europe, Asie. Et puis les critiques sont super bonnes, ça aide aussi. Oui, c'est clair. Et le succès, il vient aussi de la console elle-même, évidemment. Les specs techniques qu'on voit dans les docs, c'est quand même pas mal. On parle de graphisme amélioré, les notes techniques mentionnent une puce spéciale, une Tegra T239 modifiée qui ferait de l'upscaling avec de l'IA pour une meilleure image sur la télé. C'est ça. Et l'autonomie aussi, c'est un point important. Oui, ils parlent de 8-9 heures en mode portable dans leur test interne, pas mal du tout. Et puis, il y a cette histoire de compatibilité multiplateforme fluide. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Alors, d'après les documents, c'est surtout, pour l'instant, une meilleure intégration avec le compte Nintendo. En gros, ça permettrait de partager certaines sauvegardes dans le cloud entre la Switch 2 et peut-être des futures applis mobiles et de gérer les achats numériques de façon unifiée. C'est plus une brique dans leur écosystème, tu vois. D'accord, je vois. Et dans les documents de conception, j'ai vu un truc intéressant sur les Joy-Con. Des concepts avec des designs plus ergo, presque pro, et des fixations qui ont l'air magnétiques. Tout à fait. C'est peut-être un détail, mais ça montre qu'ils soignent le matériel. Oui, ça suggère une attention aux détails. Exactement. Et si on relie ça à la stratégie globale qu'ils décrivent, ces améliorations techniques, c'est pas juste pour faire joli, hein. Les analyses marketing internes les présentent comme un bond en avant significatif. Le but, c'est de garder les fans actuels, bien sûr, mais aussi d'attirer des joueurs peut-être plus exigeants sur la technique, ceux qui allaient voir ailleurs avant. C'est stratégique donc, pas juste une simple amélioration. Voilà, c'est pour élargir le public, en fait. Et pour attirer tout ce monde, il faut des jeux au lancement. Et là, ils ont sorti l'artillerie lourde. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, la suite de Breath of the Wild. Celui qu'on attendait tous, un nouveau Super Mario 3D, pas Odyssey 2 apparemment, mais dans le même genre, et Metroid Prime 4, qui a enfin une date. Que des icônes, oui. C'est la force de frappe Nintendo classique, ça. C'est clair. Et la stratégie de contenu, elle est bien détaillée dans une présentation. Elle repose énormément sur ces jeux maison, les first party. C'est vu comme le moteur principal pour vendre des consoles. Oui, on voit dans les budgets qu'ils mettent le paquet sur le développement interne. Mais, et ça c'est peut-être nouveau par rapport à la première Switch, ils insistent aussi beaucoup sur les partenariats avec les éditeurs tiers, pour avoir des jeux d'autres studios, des exclus temporaires, pour pas dépendre que d'eux-mêmes, quoi. Oui, c'est un équilibre important. Et alors, pour la suite, joue. Les plans qu'on voit dans les documents sont assez clairs, non? Oui, augmenter la production à fond. Même si y a des notes qui s'inquiètent un peu pour trouver tous les composants. Ah, le classique problème de la chaîne d'approvisionnement. C'est ça. Et puis, continuer le marketing à fond, surfer sur le buzz et sortir plein de nouveaux jeux, exclusifs ou pas. Donc l'objectif, c'est vraiment de bétonner la position de leader qu'ils ont prise dès le départ. Exactement, consolider. Le défi, ça va être double, en fait. D'un côté, gérer cette demande mondiale énorme sans se retrouver en rupture de stock trop longtemps. Et de l'autre, continuer à innover et à maintenir la qualité Nintendo. Les documents insistent pas mal sur cette tension entre produire beaucoup et produire bien. C'est un équilibre délicat, ouais. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce qu'on retient de ces sources, c'est 1. Un lancement record, des améliorations techniques bien pensées, un catalogue de jeux super solide avec des valeurs sûres et une stratégie claire pour continuer sur cette lancée. En gros, ça confirme que Nintendo, ils ont vraiment ce truc
pour se réinventer et séduire un public hyper large. Tout ça est très clair dans les documents, effectivement. Mais du coup, ça m'amène à une question pour la suite. Une question qui n'est pas dans les papiers. Avec un succès pareil et cette maîtrise du matériel et du logiciel, quelle pourrait être la prochaine vraie rupture de Nintendo? Pas juste une console plus puissante ou des nouveaux Mario et Zelda, non. Le truc d'après, l'innovation qu'on voit pas venir, celle que ce succès rend possible. De quoi réfléchir, non?